Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Cette semaine, dans le regard décalé, on parle d'un sujet qui fâche, qui divise et que la Belgique évite souvent soigneusement, la richesse. Pas celle qu'on affiche, mais celle qui structure notre fiscalité, nos inégalités et parfois même notre silence collectif. Mon invité, Bruno Firenze, est héritier, mais il est également membre de Millionaires for Humanity. Il défend une idée peu banale dans son milieu, taxer davantage le capital, moins le travail et ouvrir enfin un vrai débat sur les grandes fortunes. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode du Regard décalé. Bonjour Bruno Firenze. Bonjour. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes héritier de la famille d'entrepreneurs à la tête du groupe d'investissement Ackermans Van Aren. Hier, jeudi 23 avril, vous étiez présent avec le Front commun syndical pour présenter une série de mesures fiscales qui doit permettre à notre gouvernement d'augmenter ses recettes publiques de quand même 21,2 milliards d'euros. Alors ma première question, c'est est-ce que l'Arizona a à ce point mal travaillé pour ne pas trouver cet argent? Alors moi, j'étais surtout là parce que, je trouve que c'est très important d'encourager le débat à propos de la taxation, plus équitable, parce que je trouve que ça manque cruellement. Un vrai débat, je veux dire, et une vraie analyse. Et puis j'étais là aussi parce que je vais expliquer mon raisonnement par rapport à la taxation plus équitable en tant que d'un point de vue de fortune, en fait, à qui veut bien, l'entendre, et c'est ce que j'ai fait là aussi. Donc il y a un petit temps, j'ai quand même commencé une sorte d'analyse personnelle et sociétale où je me suis dit: «Tiens, comment ça se fait qu'on est dans un système d'inégalité croissante et quel est mon rôle là-dedans en tant que personne, fortunée?» Que je le veuille ou non d'ailleurs, hein, et que je l'ai choisi ou non, qu'il me plaise ou non. Parce que j'entendais un peu souvent la même chose. Il y a une sorte d'analyse macroéconomique, qui fait que voilà, la situation s'aggrave, il faut qu'on fasse quelque chose. Mais moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le niveau, les microdynamiques en fait. Quelles sont les attitudes qui mènent à ça? Et donc voilà, je me suis fort concentré là-dessus. J'ai découvert un système fiscal qui en fait encourage ou alimente, l'inégalité. Donc à partir d'un certain moment, à partir d'un certain niveau de richesse, on commence à proportionnellement payer moins d'impôts. Mais là on est dans donc la partie du 1 hein. Ce qui donc alimente cette inégalité. On a un système fiscal qui taxe en fait le travail très vite beaucoup. Mais alors à partir de ce super niveau, ben, proportionnellement on paye moins. C'est problématique, on va dire. Comment ça se fait? Moi, je me suis surtout dit: «Comment ça se fait? Comment est-ce qu'on en est arrivé là?» Ce que j'ai découvert, c'est en fait beaucoup de déni, beaucoup d'évitement par rapport à ce sujet, et ça mène à des fausses croyances par rapport à l'ultra-richesse aux très grosses fortunes, et ces fausses croyances, elles ont un vrai impact sur notre système fiscal, et c'est ça que j'ai voulu, surtout aller expliquer hier. Alors pour bien cadrer, et pour ceux qui ne vous connaissent pas quand même, vous l'avez dit, donc vous êtes héritier, d'un groupe, voilà, c'est quelque chose de vous êtes de la 5e génération déjà. Vous êtes vous, aujourd'hui, Bruno Firenze, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, le seul membre belge, de l'organisation Millionaires for Humanity, et donc c'est effectivement les personnes les plus fortunées dans le monde, un rassemblement de ces personnes qui ont pour objectif de lutter contre les inégalités structurelles et croissantes, comme vous l'avez dit. Dans une interview, vous l'avez expliqué, vous avez dit: «Je constate à quel point le système me favorise de manière disproportionnée». Vous militez donc de façon tout à fait ouverte pour un impôt sur la fortune. Cet impôt sur la fortune, on en parle en Belgique depuis des années maintenant. Comment expliquer que ce ne soit pas faisable de le mettre en place? Il y a un lobby derrière? Là, c'est déjà une solution très concrète, hein, l'impôt sur la fortune. Bon, il y a plusieurs choses à dire. D'abord, oui, je suis héritier. Le créateur, le fondateur de Millionaires for Humanity, par exemple, il a fait fortune lui-même. C'est plus à partir de certains niveaux de richesse. Je pense que c'est ça qui est important. Je crois que c'est important de dire que je plaide pas pour plus de taxation. Je plaide pour un meilleur équilibre entre les différentes taxes. Ça, c'est assez important. On regarde souvent les taxations, à travers le prisme de combien est-ce qu'on a besoin pour faire fonctionner notre système. Moi, je pense qu'on doit rajouter le prisme: que faire pour éviter que les inégalités augmentent? Parce que ça amène à une situation finalement, dangereuse, et ça, il y a assez d'académiques, l'histoire nous le démontre suffisamment. On doit faire bien attention à ce que
cette inégalité ne se tente pas trop, je pense. Et alors, là, vous parlez de la taxation sur la fortune. Déjà, parfois, je dis, ah, je trouve il faut plus taxer le capital et moins le travail. C'est déjà apporter une certaine solution. En soi, c'est pas mon rôle. Moi, ce que je pense qui est surtout important, c'est que l'analyse, elle soit faite honnêtement. Et c'est pas le cas pour l'instant. Et je vais te donner un exemple. Je parlais là tout à l'heure de déni, hein, de dilemme moral. On n'aime pas tellement regarder, se confronter en fait à l'existence de cette super richesse. Et ça, c'est le cas pour, on va dire, tout le monde, y compris les gens qui sont dans l'ultra richesse, parce que ça crée beaucoup d'inconfort, en fait, de malaise, ainsi que les politiques. C'est très difficile pour un politique de se dire, «Tiens, on va tenir compte de ça», quand, le message de tous les partis politiques se concentre sur le travail. Mais là, on sort un peu de cette idée de le travail doit payer, donc on préfère un peu ignorer ça. Et donc on va parler de plein d'autres choses, hein. Oui, il faut encourager l'entrepreneuriat, c'est vrai. Oui, il faut encourager la philanthropie, c'est vrai. Oui, il faut que l'État, soit plus efficace, c'est vrai. Tout ça, c'est vrai et on ne peut pas utiliser ça comme excuse pour ne pas avoir une vraie discussion de fond sur, la taxation équitable. Et alors je parlais de ça mène à certaines fausses croyances. Il y en a une très importante, je trouve. On va imaginer, hein, qu'est-ce que c'est? C'est déjà difficile à définir, hein. Qu'est-ce que c'est être, très fortuné? Je vais le définir ici comme avoir de l'argent qu'on peut se permettre de perdre, en fait. Qu'est-ce qu'on sait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a de l'argent qu'on peut se permettre de perdre? Moi, je vois 3 choses. Un, on le dépense et alors dans les cas extrêmes, ça devient, des yachts et des jets privés, ce qui est très pratique pour tous ceux qui ne font pas ça parce qu'alors ils peuvent dire: «Ah! Ah! Ça c'est des vrais, moi je n'ai rien à voir avec ça et je n'ai donc rien à voir non plus avec ce problème d'inégalité croissante». On peut devenir entrepreneur ou investisseur et c'est pas la même chose, attention. Donc on utilise cet argent pour créer une entreprise ou pour investir dans une entreprise et alors ça crée une économie plus dynamique, plus de mobilité sociale, plus de prospérité pour tous. Ça, c'est quelque chose d'important et quelque chose qu'on met en avant. Et on peut, la troisième chose, le gérer ou faire gérer son argent, mais pas comme dans l'option 2 avec une idée de risque, mais plutôt avec une option de sécurité. Et alors, on va investir dans des choses safe, comme typiquement l'immobilier, les terres, les actions, on va dire safe, avec comme résultat que les prix de toutes ces choses-là vont augmenter. Et ça, c'est qu'une bonne nouvelle pour ceux qui en ont déjà, hein, et de préférence beaucoup. Fausse croyance, en fait, ce qu'on fait, c'est que l'ultra-richesse part surtout dans l'option 2, alors que la majeure partie part dans l'option 3. Et c'est un gros impact parce que ça veut dire que l'ultra-richesse nourrit plus l'inégalité que la prospérité pour tous. C'est une fausse croyance et ça a un impact sur la politique fiscale qui est important. Et tout ça, c'est basé sur une analyse qui, pour moi, n'est pas intellectuellement honnête. Oui, parce que si on considère, par exemple, que les personnes qui ont de l'argent et les moyens investissent dans de l'immobilier et récupèrent donc tous les mois des loyers, ces loyers en Belgique ne sont pas taxés et je mets en face, une famille qui rencontre peut-être moins d'aisance financière, qui va louer une chambre via un Airbnb pour essayer d'arrondir et le revenu Airbnb, lui, est taxé. Il y a là aussi quelque chose quand même qui est étrange comme manière de penser. Ça touche bien au problème de la crise du logement abordable, qui est, moi, je trouve un exemple, très, très concret par rapport à cette disproportion, en fait. Mais ça, c'est voilà, ça arrive, de nouveau, ça, c'est basé sur une certaine idée, mais il y en a d'autres, hein. Je peux encore en expliquer une autre si vous voulez. Par exemple, cette idée que, les gens fortunés sont des grands preneurs de risques. Alors si j'investis, si quelqu'un qui est fortuné investit dans une start-up, ce qui est une bonne chose, hein, attention. Si j'investis dans une start-up, il y a 2 choses qui peuvent se passer. Je sais perdre mon argent, parce que ça ne réussit pas, ou ça réussit et quelques années plus tard, il y a une plus-value qui en sort. Il y a beaucoup de choses on se concentre très fort sur si je perds mon argent. Alors ça, ah oui, voilà, cette prise de risque est importante. Attention, si je gère mes finances, normalement, je vais utiliser que l'argent que je peux vraiment me permettre de perdre pour ce genre d'investissement. Donc c'est un risque, en fait, sans conséquence, ce qui va assez fort, je trouve, à l'encontre de la définition même du risque. Si ça réussit, il y a une plus-value à la fin qui, jusqu'à l'année passée, n'était pas taxée du tout. Et alors je compare ça avec les gens qui ici prennent pour moi le vrai risque, c'est les premiers employés de cette entreprise. Si ça rate, ils perdent tous leur travail. Si ça réussit, ils ont des augmentations de salaire et cette augmentation de salaire, elle est très fortement taxée. De nouveau, il y a pas est-ce qu'il y a un fautif là-dedans? Non, parce qu'on veut ces investissements. On veut encourager ça, c'est une bonne chose.
mais il y a une disproportion et je pense que ça, c'est important. Il y a une disproportion, de nouveau, basée sur une analyse, intellectuellement malhonnête. Alors c'est vrai que cette taxe sur les plus-values, elle a longuement été, critiquée. Ce qui est aussi très étonnant, c'est de voir apparaître de plus en plus de gestionnaires de patrimoine qui cherchent les moyens de contourner et d'éviter de payer l'impôt sur ces plus-values via des transferts de fonds et ce genre de choses. Donc ça veut dire que même cette taxe qui est censée rapprocher les égalités, beh, il y a déjà des moyens de la contourner et on cherche à la contourner. Ceux qui sont concernés par cette taxe sur les plus-values, bah, cherchent la solution pour ne pas la payer. Ce qui est étonnant, vous, c'est votre position de millionnaire qui s'investit pour créer, essayer d'effacer ces inégalités, quand en face, on voit finalement un système qui va chercher à ne même pas être impacté par les taxes qui pourraient réduire ces inégalités. Moi, je cherche à créer un système plus enfin, j'essaye de qu'il y ait un système plus équitable ou plus honnête, en tout cas. Je disais tout à l'heure, c'est pas à moi d'apporter les solutions concrètes. Je trouve très intéressant, par contre, par exemple, que, en Estonie, là, ils ont dû créer un nouveau système de 0, mais la première chose qu'ils ont fait, c'est taxer tous les revenus moins, mais tous de la même façon. Que ce soit des revenus financiers ou de location ou du travail, tout est taxé de la même façon. Je vois pas très bien pourquoi ce serait une illogique. Je pense que ça, c'est un bon exemple. Il y a un économiste, flamand, Kamal Kermach, qui lui est issu de la pauvreté et il dit en fait, quand on est pauvre, on est financièrement, on est aveugle et on sait apprendre à voir. Parce qu'on fait souvent des mauvais choix, mais on sait apprendre à voir, mais on a besoin d'aide pour apprendre ça. Quand on est fortuné, au plus fortuné on est, au plus on a et un radar, et un sonar, et un laser, et il faut même pas regarder soi-même parce qu'il y a toute une industrie qui fait ça pour toi. C'est comme ça. Mais je crois que ce qui est important ici, et je vais donner un autre exemple. Je connais quelqu'un qui est prof d'école en Angleterre, qui n'est pas fan du système anglais, qui aussi augmente les inégalités avec école privée et école publique. Elle est prof dans une école publique et elle a un enfant qui a des troubles d'apprentissage. Et on lui propose un travail dans une école privée, où elle va être mieux payée, où elle va pouvoir mettre son enfant dans l'école et elle va avoir plus de moyens pour savoir bien faire son travail. Alors, pour moi, le problème n'est pas le choix qu'elle va faire. Le problème est qu'elle soit soumise à ce choix. C'est au législateur de créer un système qui ne donne pas le choix. Parmi les 14 mesures alternatives qui ont été proposées, hein, par le Front commun syndical, il y a la taxation de capital, vous l'avez évoqué un petit peu. Cette taxation de capital aussi, on en a moult fois parlé. La première difficulté, c'est de se dire: «OK, mais comment on estime le capital? C'est quoi le capital?» Pour vous, la taxation de capital peut être une piste de solution pour réduire les inégalités? J'ai toujours dit que je pense qu'il faudrait un peu plus taxer le capital et un peu moins de travail. Je pense que si on ne fait pas ça, ou quelque chose qui va dans ce sens-là, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce que j'entends beaucoup? Qu'est-ce que je dis beaucoup? C'est il faut, par exemple, il faut encourager l'investissement, hein, donc il y a quelques années, c'était dans le Green Deal. Il faut encourager les investissements dans la transition et puis il faut, encourager les investissements dans la défense et il faut encourager les investissements dans, l'autonomie stratégique. Peut-être tout ça, c'est pas de mon ressort, on va dire, mais ça ne va pas avoir beaucoup d'importance si tous ces investissements ou si les fruits de tous ces investissements ou les bénéfices de tous ces investissements terminent tout le temps chez les mêmes personnes. Il faudra faire quelque chose là par rapport au fondement, vers où vont les bénéfices du système et à mon sens, pour l'instant, ils vont de façon disproportionnée vers ceux qui ont déjà le plus et ça mène à des situations dangereuses. Une dernière question, un peu par curiosité, hein. Vous êtes donc, ce membre de enfin, le seul membre belge, je le souligne quand même, de cette organisation Millionaires for Humanity. Concrètement, ça se passe comment? Vous vous réunissez? Vous faites, des visios ensemble? Comment vous travaillez ensemble pour réduire ces inégalités? Millionaires for Humanity, c'est une plateforme que moi j'avais besoin pour avoir, un réseau ou quelque chose, auquel m'accrocher, mais c'est très, les membres se parlent de temps en temps, et partagent un peu certaines choses, mais il y a pas de grosse structure derrière, on va dire. Ce que tous les membres partagent, c'est cette idée de: il faut absolument que, il y ait une discussion plus honnête, et plus dans le fond des choses à propos de ça. Je fais toujours l'analogie avec, la discussion qu'on a réussi à avoir ici en Belgique et il y a très peu de pays qui ont réussi à le faire. On est un des seuls 10 pays au monde à avoir eu et c'est encore occupé, c'est une discussion à propos de la mort, à propos de l'euthanasie, à propos de la fin de vie. C'est pas des discussions faciles, c'est des discussions de société compliquées, avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'équilibre à trouver.
Et c'est des discussions qu'il faut continuer à avoir constamment. Alors, on a réussi à avoir cette conversation-là. Moi, je pense qu'on doit réussir à avoir ce même type de conversation au-delà des clichés, au-delà de l'émotionnel, à propos de la taxation équitable. Et vous pensez qu'avec le gouvernement actuel, avec l'Arizona, ces discussions sont envisageables? Ça, je ne sais rien. Moi, je pense que je suis dans une position, apolitique politique. Ce que je raconte a un impact politique, mais ça va au-delà de la politique des partis, hein. C'est une discussion vraiment de société qui doit se faire avec tous les acteurs. C'est peut-être entre autres pour ça que j'ai été parler d'ailleurs. Ça doit se faire avec tous les acteurs et avec tous les facteurs, tous les éléments sans en nier ou sans en éviter. En tout cas, beh, voilà, le Front commun syndical a mis en place une pétition qui doit maintenant réunir 25 000 signatures pour que cette question d'une meilleure équité et de financement alternatif de l'État puisse arriver sur la table de nos politiques. Merci en tout cas beaucoup, Bruno, pour ce partage d'une vision très, très, très différente, hein, finalement, d'une fiscalité beaucoup plus égalitaire entre les fortunes. C'était un plaisir de vous recevoir dans cet épisode de Regardez Cali. Merci à vous. C'est tout pour l'instant. À partir de février, nos podcasts quotidiens changent de canal. Le journal des marchés rejoint Trends Bourse et nos podcasts de décryptage sont désormais disponibles sur Trends Tendance. Abonnez-vous sans plus tarder à ces deux cadeaux. À très bientôt.